Alors, maintenant, on va passer pour voir le processus de communication TCP. Alors, normalement, dans un serveur, pour chaque application qui tourne, on lui assigne un seul numéro de port. On ne peut pas trouver deux applications ouvertes qui ont le même numéro de port, sinon il va y avoir, il va y avoir bien sûr un conflit. Donc, sur un serveur, les applications auxquelles on a assigné un port, un numéro de port plutôt. Alors, ce qui veut dire que la couche transport il accepte et il traite les segments adressés pour ce port. Alors, tous les segments qui sont adressés pour ce port, puisque le port est ouvert, il tourne, donc la couche transport il accepte toute donnée assignée ou bien vers destinée à ce port. Alors, ici, on va voir l'établissement de connexion, puisqu'on a dit que le protocole TCP, c'est un protocole orienté connexion. Donc, comment cette connexion est établie? Alors, vous pouvez remarquer ici, donc, nous avons un équipement A qui veut établir une connexion avec un équipement B. Alors, au niveau du protocole, si vous vous souvenez tout à l'heure, on a vu au niveau de l'entête du protocole, on a parlé du champ flag, champ drapeau. Alors, c'est un champ qui contient un ensemble de bits. Alors maintenant, ces bits-là, ils sont utilisés dans la session d'établissement de connexion et dans d'autres sessions, on va les voir tout de suite par la suite. Alors donc, le premier ordinateur A qui cherche à réaliser une connexion avec l'ordinateur B, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, au niveau avec le flag, il y a un bit qui s'appelle signe synchronisation. Il va le positionner à 1, on va le mettre à 1. Il va envoyer donc une requête signe synchronisation. Donc, il va mettre une séquence, numéro de séquence 100. Donc, il va envoyer un segment avec un numéro de séquence 100. C'est quoi ce message? Donc, il a positionné le bit signe synchronisation. Donc, le message arrive à destination ici. Donc, le message signe est reçu. Alors, que va faire celui-là? Normalement, on doit la quitter puisqu'on a dit que TCP c'est un protocole orienté connexion et il utilise les acquittements, il la quitte. Donc il doit la quitter. Alors pour ceci, il va créer une séquence qui lui est propre, le numéro de séquence 300. Il va acquitter le 101, celui-là, pour dire que, donc au niveau de l'acquittement, il va l'incrémenter à 1 pour dire que j'ai reçu le 100, tu peux m'envoyer le 101. Ok? Et c'est quoi ce message que je vais envoyer? Donc j'ai acquitté le 101 et je vais envoyer un acquittement de synchronisation. Ok? Alors donc il va l'envoyer. Donc ce que va recevoir le A, c'est l'acquittement de synchronisation de celui-là reçu. Alors ce qu'il va faire, alors il va établir la connexion. On dit qu'on va établir, c'est bon, on va établir la connexion. Alors pour ceci, il va créer un numéro de séquence, un nouveau, le 101. Ok? Un deuxième segment avec l'acquittement 301. Il va dire que ce que tu as envoyé, la session 300, le numéro de séquence 300, alors je l'ai reçu, tu peux envoyer le 301. Et que va contenir ce message? Cette séquence, il va contenir un acquittement, comme quoi c'est bon, j'ai reçu l'acquittement de synchronisation, donc on est synchronisé. Ça pour établir la connexion. Alors bien sûr, puisque c'est un protocole orienté connexion, donc on doit déjà établir la connexion, effectuer l'échange des données, et une fois qu'on a fini, on doit terminer la session. Alors donc, si jamais les deux équipements, bien sûr, sinon l'émetteur, il a fini l'envoi, alors il doit finir la session. Alors comment ça se passe? En positionnant le bit fin du registre, plutôt du champ flag, il va le positionner à 1. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer le fin, donc il va le positionner, le fin reçu. Alors le 2, plutôt le B, le deuxième message, il va acquitter l'émission, ok, l'acquittement reçu. Il va envoyer fin, de même, pour dire que c'est bon, on va arrêter. Une fois le fin reçu, pour arrêter, l'ordinateur A, l'émetteur, il va envoyer l'acquittement pour dire comme quoi j'ai reçu le paquet fin. Et de cette façon, la session est terminée. Alors, donc, cet échange, on l'a fait, c'est la vérification en 3 étapes. Alors, cela permet de dire que la destination, l'équipement de destination, quand on utilise la vérification en 3 étapes,
quand l'émetteur il va envoyer la requête, il va recevoir l'acquittement, cela signifie comme quoi l'équipement destination il est présent dans le réseau et ça vérifie comme quoi il a des services actifs sur un port actif qu'il peut utiliser. Et ceci il informe le destinataire, l'équipement destinataire, comme quoi l'émetteur il est en train de préparer une demande d'établissement de session, de communication à travers une session dans le numéro de port qu'il a demandé. C'est ça la vérification en 3 étapes. Alors pour ceci, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il utilise les bits de contrôle, le flag, le drapeau, sur lequel on va positionner les bits de contrôle et pouvoir remarquer comme quoi, voilà, il y a. Alors le premier bit, c'est le bit à gauche, c'est celui-là, puisqu'il y a ces bits, 6 bits, là, 1, 2, 3, non, s'il vous plaît. Il y a les bits ici, il y a 6 bits ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ce bit fin, c'est le LSB, et le bit urgent, c'est le MSB. Et vous pouvez voir qu'il y a le bit urgent pour dire que les données, ce sont des données urgentes. Ok. Le bit acquittement, c'est pour acquitter. Le bit synchronisation, le bit fin, le bit remise à zéro si jamais il y a une erreur de transmission. Voilà. Alors maintenant pour la fiabilité et le contrôle de flux. Alors le protocole TCP, puisque c'est un protocole qui assure la fiabilité et la livraison des données, bien des segments dans l'ordre. Alors c'est ça en fait. Pour la fiabilité, chaque segment envoyé, alors on est sûr qu'il va arriver à destination, bien sûr comme nous venons de le voir, nous allons le voir en utilisant l'acquittement, on va le voir tout de suite. Et la livraison dans l'ordre, c'est que même si les paquets vont plutôt même si les segments vont parcourir des chemins différents, ils vont arriver en désordre, TCP, il va se charger de les mettre en ordre, comme c'est illustré ici sur la présentation. Et si vous pouvez voir comme quoi l'ordre des segments, segment 1, puis 2, puis 6, puis 5, puis 4, puis 3, donc ils sont en désordre. Donc TCP, suivant donc le numéro de séquence propre à chaque segment, donc il va les mettre en ordre, le premier, le deuxième, le troisième, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça la livraison dans l'ordre. Alors, question si jamais il y a des paquets qui sont perdus dans le chemin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'émetteur, il va retransmettre les paquets, ou bien juste les segments perdus. Alors, donc, on va voir sur cette illustration. Donc, on a l'émetteur qui va envoyer au récepteur le premier segment, puis le deuxième, puis le troisième, le quatrième, le cinquième, jusqu'au 10e segment. Donc, le troisième, le quatrième segment sont perdus, ils ne sont pas arrivés à destination. Alors, que va faire le récepteur? Chaque segment qu'il va recevoir, il va le traiter. Alors, en ce moment, après le 10e segment, pour lui, il n'a pas reçu le troisième, il va demander l'acquittement du troisième. Donc, dans ce cas, le premier, l'émetteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recommencer la transmission depuis le segment 3. Donc, il va retransmettre 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ici, tous ces segments-là, depuis le 5e jusqu'au 10e, ce sont des segments en duplicata. Donc, ce sont des segments dupliqués. OK? Donc, ici, quand il va recevoir le destinataire, quand il va recevoir le segment 10, il va demander l'acquittement sur le segment, pour le segment 11 plutôt. Donc, vous pouvez remarquer comme quoi l'acquittement ne se fait pas par segment, mais par un lot de segments. On va le voir tout de suite par la suite. Donc, par une fenêtre une taille spécifique du segment. Donc, on est plutôt de paquets. On n'acquitte pas segment par segment, mais un lot de segments par lot de segments. On va le voir par la suite. Alors, ici, il y a un autre type d'acquittement, c'est l'acquittement sélectif. Alors, comme ça, donc, on va trouver une solution au segment dupliqué, donc pour ne pas avoir une duplicata de segments. Alors, sur cette illustration, donc le premier, l'émetteur envoie le premier segment, le deuxième, le troisième jusqu'au 10e. Alors, les segments 3 et 4 ils sont perdus, ils ne sont pas parvenus à destination. Que va faire le récepteur? Alors, il va envoyer un acquittement pour demander le segment 3. Il va désigner comme quoi les segments
5 et 10, ils sont reçus. Pour cela, il va mettre un sélectif acquittement pour les segments 5 à 10 pour dire qu'ils sont reçus. Donc, ce n'est pas la peine de le retransmettre pour gagner du temps, bien sûr. Donc, que va faire l'émetteur cette fois-ci? Il va envoyer le segment 3, le segment 4, hein, ceux pour lesquels le récepteur ne les a pas reçus. Et puis, il va continuer depuis le 10e. Donc, c'est pas depuis, après le 10e, depuis le 11e, il va envoyer le 11e, le 12e. Et une fois le 10e arrive, le récepteur il va envoyer acquittement pour demander le 13e segment. Donc, on utilise le sélectif acquittement pour ne pas retransmettre les segments qui sont déjà reçus. Voilà. Alors, question de contrôle de flux. Alors, normalement, l'émetteur et le récepteur ils vont se mettre d'accord sur une taille de données, une taille de segment. Hein. Une taille de segment, comme je viens de le dire tout à l'heure, hein, sur ici, on envoie tout un lot de segments. Alors, ce lot de segments, il correspond à quelle taille? C'est ce qu'on appelle la taille de la fenêtre. La taille de la fenêtre. La fenêtre en termes de quantité de données à envoyer en même temps sous forme de segments, de plusieurs segments. Ok, alors normalement il y a un facteur de MSS, le maximum segment size, la taille maximale du segment à transmettre. Alors généralement c'est une taille de 1450 octets qui va être transmise entre l'émetteur et le récepteur. Ici, alors ils vont se mettre sur une taille de 10 000 avec un MSS de 1460. Alors, plutôt, celui-là va envoyer l'acquittement sur 10 000, sur le numéro de segment 10 000. Alors, l'émetteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer le numéro de séquence numéro 1 avec une taille de 1460 octets. Alors, celui-là va recevoir du premier segment jusqu'au segment 1460. Ok. Alors le deuxième lot va envoyer les numéros de séquence de 1 jusqu'à 1461 avec une taille de 1460. Donc plutôt à partir de 1461. Donc il va envoyer les segments de 1461 à 2990. Une fois reçu, alors le récepteur il va envoyer l'acquittement pour le segment 2921. Ok, alors il va envoyer le numéro de séquence 2921 avec une taille de 1460 octets et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la taille d'une fenêtre est de 1460 octets. Ok. Ce maximum segment size, comment il est calculé normalement? Pourquoi 1460 octets et non pas autre? Alors, ce nombre-là, ce MSS, il est paramétré par la MTU, le maximum transfer units. Ok? Bon, c'est dans la norme, là, le maximum transfer units propre à Ethernet, la technologie Ethernet, il est de 1500 octets. Ça, c'est au niveau de la trame. Hein. Au niveau de la trame, toute la taille de la trame doit être de 1500 octets. Si on va retrancher les entêtes des différentes couches, donc on a 1500 octets, on va retrancher 40 octets. C'est quoi les 40 octets? C'est les 20 octets pour la couche IPv4 et les 20 octets pour la couche TCP. Alors les 20 octets de l'entête, ce qui va nous donner les 1460 octets. Voilà, c'est ça, c'est comme ça on a calculé la taille de la fenêtre glissante. Voilà, maintenant on va voir les communications UDP. Alors normalement UDP c'est un protocole de communication non connecté. Livraison au mieux, donc il prend le paquet, il va le mettre, il ne va pas se soucier est-ce que le paquet arrive ou non. Donc il a une faible charge, le low overhead, une faible charge, c'est grâce à la taille de son entête. Alors son entête il ne fait que 8 octets, ok, mais ça c'est au détriment de la fiabilité.
Donc on n'est pas sûr comme quoi la donnée est arrivée, mais il assure une transmission rapide. Hein. Il est beaucoup plus rapide que le protocole TCP. Mais il envoie les données, mais ils peuvent arriver dans un désordre. Ils peuvent arriver dans le désordre, ça, mais cela n'entrave pas le fonctionnement de l'application. OK? Donc, il n'y a pas une surcharge supplémentaire sur le réseau grâce à ce protocole. Alors, pour rassembler les données, les segments plutôt, le datagramme, quand il va arriver dans l'ordre dans lequel il est arrivé, il va être traité. Alors, au niveau de l'émetteur, il va envoyer les segments, bien les datagrammes 1, 2, 3, 4 dans l'ordre. À la réception, le récepteur, il se peut que, vous pouvez ici voir sur cette illustration que il y a des datagrammes qui peuvent emprunter des chemins différents. Donc, à la réception, ils peuvent arriver dans le désordre. OK, comme ça, le récepteur il va, dans l'exemple sur cette illustration, le segment 1, 2, puis 6, puis 5, puis 4 dans le désordre. Ils ne vont pas être remis en ordre. OK. Alors, pour le traitement de requêtes au niveau du serveur, alors, généralement, au niveau du serveur, alors les applications UDP, ils ont un numéro de port. Chaque application elle a un numéro de port spécifique connu. Généralement, sur un serveur, il tourne les services connus, hein, tels que le DNS, tels que le Radios, Alors, ces services-là, donc, ils vont utiliser un numéro de port unique. De cette façon, chaque application au niveau émetteur, au niveau client, qui va demander un service UDP auprès d'un serveur, il doit utiliser un numéro de port destination connu. Alors, tel que le port 53 pour le DNS, tel que le port 1812 pour le Radios, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça le truc au niveau du serveur. Le nombre de ports destination, c'est sur le serveur, puisque généralement, on lance des requêtes sur un serveur. Donc, le serveur, il va recevoir les données sur un port connu, bien attribué. Et bien sûr, quand il va répondre, le numéro de port source, ça va être le même. Alors, donc, au niveau du client, quand il va envoyer la requête, il va mettre au niveau du port destination plutôt, le port destination, il va mettre un numéro de port connu, puisque la destination, c'est un serveur. Donc, c'est toute application qui tourne dans un serveur et qui va recevoir des requêtes, il doit avoir un numéro de port connu, hein, attribué, qui ne change pas. Mais au niveau du client, alors au niveau du client, il peut, au niveau du numéro de port source, il peut mettre n'importe quel numéro de port même parfois il peut mettre un numéro de port qui change, dynamique, qui change dans le temps. À chaque fois, il va envoyer un numéro de port. Mais au niveau du numéro de port à destination, il doit mettre ici, dans ce cas-là, ce client-là. Alors, il attend le serveur DNS, il doit attendre les réponses du serveur DNS sur le port 49152. Pourquoi? Tout simplement parce que quand il a envoyé la requête, il a mis le 49152 comme adresse port source. Okay? L'adresse port destination, ça va être le port 53, puisque c'est une requête DNS. Le DNS, c'est sur le port 53. Et sur ce client-là, il a envoyé une requête pour le serveur sur le port 51152 destiné au serveur Radios. OK? Donc, ça, c'est comme adresse port source. Donc, le serveur Radios, il va lui répondre sur le port destination 51152. OK? Et bien sûr, celui-là, il a mis comme adresse port destination le 1812 propre au serveur Radios. Voilà, c'est comme ça le protocole de communication UDP. De cette façon, il manipule les numéros de port source et destination au niveau serveur et au niveau client. Voilà, donc c'est tout. Rendez-vous pour la prochaine vidéo, Inch'Allah.